Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume pour parler de la crise climatique et d'écologie et de validisme et de comment la crise climatique impacte les personnes handicapées et les personnes minorisées en général. Du coup, bonjour Guillaume, merci à toi d'être là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Guy Paluku Atoka, je suis bruxellois, j'ai 25 ans. Et évidemment, c'est à ce moment-là qu'il y a une moto qui passe. C'est pas grave, vas-y, continue. Oui, je milite depuis déjà quelques années dans les milieux écologistes, en tout cas écolo. Et je dirais que depuis 2 ans, je m'intéresse beaucoup plus en m'intéressant à ma propre situation neuroatypique et chroniquement en douleur, etc. J'ai dû me confronter, en tout cas depuis 3 ans, depuis, oui, on va dire 3 ans, en tout cas, à beaucoup de validisme, en fait, dans les milieux climatiques. Et j'imagine que c'est pour ça que, de contact en contact, j'atterris ici. Complètement. Et merci à Marianne, d'ailleurs, c'est elle qui nous a mis en contact. Du coup, bisous Marianne, je sais que tu vas écouter cet épisode. Et merci d'avance. Et du coup, la première question que j'avais envie de te poser, et c'est un peu histoire de poser les bases, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en gros pourquoi les personnes handicapées et les personnes minorisées, et notamment les personnes non blanches, sont les premières touchées par la crise climatique et les plus touchées en fait, alors qu'on n'en parle jamais. Mais voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ? Je vais prendre la question je vais y répondre de deux manières différentes. La première question, c'est si on se pose la question de comment est-ce qu'on trouve des solutions à la crise climatique, c'est de savoir qu'en fait, les personnes premièrement impactées, ce ne sont pas les personnes qui... ça ne veut pas nécessairement dire les personnes qui souffrent le plus ou qui pensent souffrir le plus ou quoi que ce soit, en fait. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont dans nécessairement des situations totalement ingérables. Ça veut dire, en fait, premièrement impactées, ça veut dire que les systèmes d'oppression qui existent aujourd'hui rendent ces personnes extrêmement vulnérables, c'est-à-dire un enjeu de vie ou de mort vis-à-vis de la crise climatique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de personnes premièrement impactées, parce qu'en fait, souvent quand on parle des enjeux systémiques, on oublie parfois de parler des enjeux de vie ou de mort qui sont en jeu. Et donc du coup, sur la question du handicap, ça vient clairement déjà jouer à la question de comment est-ce qu'en fait on vit dans des sociétés validistes et qui remontent juste en fait à toute une histoire d'eugénisme en fait, dans nos sociétés en tout cas aujourd'hui occidentales, dans même juste en fait nos sociétés globalisées. Le validisme en fait est un pilier quelque part en fait de comment est-ce qu'on imagine le monde, c'est-à-dire un monde de personnes bipèdes avec 2 bras et entre guillemets fonctionnels en fait. Et donc c'est pour ça que l'imaginaire, quand on se pose la question de comment est-ce qu'on imagine le monde, sur quoi est-ce qu'il se crée, il se crée pas sur l'image en fait de personnes qui ne sont pas valides en fait. Donc ça c'est la première manière d'y répondre. La deuxième manière d'y répondre, c'est de dire en fait qui meurt tout simplement. C'est pas une manière alarmante en tout cas de ma part d'y répondre, mais c'est vraiment de dire qui meurt en silence. Et c'est comme ça que j'ai attaqué la question quand on a commencé en tout cas avec un groupe d'ici à Bruxelles à se poser des questions sur les enjeux autant climatiques que systémiques, que de pression, etc. Et de se dire, en fait, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? Et donc, on a essayé de faire des recherches, etc. sur ça veut dire quoi, en fait, de manière très concrète, parce qu'on pense à la crise climatique comme souvent un éveil d'il y a peut-être 5, 10 ans, alors qu'en fait, la crise climatique, c'est un enjeu, je dirais même quasiment scientifique, physique, qui prend en fait si pas des siècles à venir. Et donc, vraiment de la question en fait, qu'est-ce qui se passe en fait pour les personnes handies et qui sont ces personnes? À quoi est-ce qu'elles font face quand elles se retrouvent dans des environnements qui ont déjà connu des catastrophes climatiques de par les changements climatiques? Et de pas nécessairement se centrer sur notre histoire de qu'est-ce qui se passera, mais de partir du postulat que le pire est déjà arrivé et on veut savoir en fait qu'est-ce qui est arrivé de ces personnes-là, de ces personnes handies, de ces personnes handies noires, de ces personnes handies queer, la totale en fait. Le handicap, ça vient toucher
à plusieurs choses. Ça vient toucher à comment est-ce qu'une personne peut faire face, en fait, au désespoir que le climat crée. Donc, ça veut dire quelles sont les capacités, en fait, qu'ont une personne aujourd'hui non valide pour faire face à des catastrophes qui ont déjà existé, c'est-à-dire les ouragans en Puerto Rico. Là, je parle vraiment genre de 2000 à 2010, tous ces ouragans qui ont commencé à toucher plein d'îles insulaires qui sont majoritairement aussi des îles indigènes. Qu'elles aient été colonisées ou pas, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes queer, les personnes handies, les personnes noires se retrouvent principalement sans abri. Sauf que qui donne les moyens, en fait, pour que, en cas de catastrophe, il y ait en fait des respirateurs en suffisance qui permet en fait à ce que les politiques mettent en place des choses qui vont garantir aux personnes sous traitement, je sais pas, d'un cancer qui soit rémission, qui soit à phase 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour permettre à ces personnes de vivre? Et en fait, dans un système capitaliste, dans un système qui ne pense pas autre chose que la survie et pas la vie, donc c'est deux choses différentes, dans des systèmes en tout cas qui ne pensent pas globalement à la survie de personnes qui ont juste des comorbidités, comme on entend souvent en fait depuis 3 ans avec le Covid, de dire ah mais ces personnes en fait elles avaient juste des comorbidités, ah mais ces personnes en fait elles avaient déjà ça. Comme si le handicap n'était pas une expérience humaine, comme si le handicap n'était pas une expérience foncièrement soutenable, agréable, vivable en fait. Comme si, ah mais ça c'est un cas exceptionnel. Le handicap n'est pas du tout un cas exceptionnel, les comorbidités encore moins, et surtout qu'en plus, vis-à-vis des personnes racisées et principalement des personnes noires, la plupart des personnes évitent en fait les milieux médicaux de par l'histoire coloniale, de grandes campagnes de vaccination qui ont mal tourné, enfin plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui, dans plein de communautés qui se retrouvent stigmatisées vis-à-vis du Covid, plein de personnes en fait ne vont même pas se vacciner parce qu'elles pensent juste qu'elles vont déjà mourir. Ce qui est en plus totalement starbé parce qu'en fait, ce sont aussi des personnes qui, à plein d'égards, ne connaissent pas les comorbidités qu'elles portent, que ce soit générationnel, que ce soit cardiovasculaire, que ce soit diabète, plein de choses en fait, qui génétiquement sont là dans le fait d'avoir été colonisées, d'avoir été exportées, d'avoir été exilées, etc. Et qui en fait jouent incroyablement en fait sur le sort de nos santé. Donc voilà, c'est ça, je dirais de manière plus ou moins courte. Pourquoi est-ce qu'on est premièrement concerné? Parce qu'on nous en imagine jamais ou très peu en vie. Et que du coup, même quand on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est même dur de trouver des statistiques, des informations, parce qu'on est déjà hors de l'équation, par exemple. Même si c'est pas sur ça que je me base seulement, mais par exemple des rapports onusiens, par exemple, qui peuvent être assez exhaustifs et qui, tous les 2 ans, vont dire ah, c'est ça ce qui se passe il y a 2 ans, et on a analysé sur toutes les facettes possibles. Toutes les facettes possibles, c'est jamais des facettes qui incluent le handicap, en fait. Peu importe les recherches, on va dire oui, mais dans des pays avec moins de revenus, des pays moins riches, on va dire oui, mais en fait, si la personne tic et tchac et tic et tchac, souvent le handicap est pas nommé, en fait. Donc, il y a beaucoup de suppositions, mais la supposition vient de la négation même de l'existence, en fait. De se dire, en fait, ça, c'est même pas la question, parce que de toute façon, ces personnes vont mourir, en fait. Et c'est ça la dureté, c'est pour ça que je dis que je précisais au début que c'est pas alarmiste de le dire, parce que si on se retrouve pas dans les statistiques, si on parle pas de nous, c'est pour une raison. C'est qu'en fait, à un moment, si on essaie de trouver des solutions à comment garder les gens en vie et qu'on n'est pas dans la question, donc voilà. Pour introduire, je crois que c'est important de placer ça, quoi. Ouais, complètement. Ouais, et surtout en plus quand tu parles des statistiques, enfin, surtout en France, il y a absolument zéro statistique et genre, on n'aime tellement pas les chiffres et on n'aime tellement pas compter. Ah non, on voit pas les couleurs et non, on voit pas le handicap et du coup, ouais, des statistiques, il y en a un peu plus, je pense, aux États-Unis, tout ça, mais clairement en France, on est tellement à la ramasse. Bref, du coup, merci pour cette petite intro, qui clairement met dans l'ambiance directe. J'ai de mon mieux, j'ai de mon mieux. On a la même en Belgique, il y a pas beaucoup de chiffres, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir la situation globale, en fait, parce que même si les chiffres n'existaient pas, il y a plein de manières d'aller chercher les réponses là où elles sont, et souvent, du coup, les réponses, elles se trouvent dans moi, j'ai trouvé, en tout cas, la plupart de mes réponses dans des collectifs,
On dit, dans des personnes, en fait, qui militent justement pour valoriser toutes ces expériences-là et parler de leurs expériences, que ce soit, Black Disabled Life Matters, Black Autistic People. Donc il y a des personnes qui rendent, en fait, ces choses accessibles et c'est des personnes qui ont pas accès à grand-chose, c'est ça ce qui est assez drôle, mais qui rendent l'information accessible de dire: «En fait, c'est ça ce qui se passe». C'est pas tout le monde qui peut, enfin, je veux dire, par exemple, des suppositions hyper capitalistes et bourgeoises de dire on peut monter des dunes, on peut déménager, on peut chic, on peut tchac. C'est plein de choses en fait qui prennent pas en compte. Qu'est-ce que ça veut dire être mobile? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la capacité en fait d'être exilé, de changer tous ses repères en fait? Qu'est-ce que ça veut dire ça pour une personne autiste qui est là genre en mode en fait moi je vais pas déménager parce que ça m'a pris peut-être 20 ans, 30 ans de comprendre le système dans lequel je suis en train de vivre. Et aujourd'hui, si on me demande de bouger de là, je vais revoir faire en fait 30 ans de reconstruction émotionnelle, d'environnement, etc. Et ça m'est insupportable. Il y a tellement d'enjeux que les personnes valides ne comprennent pas à qu'est-ce qu'un environnement apporte à une personne en fait. Et les personnes handicapées comprennent ça. De dire un environnement sain, mais dans tous les détails de la vie, dans les dalles, dans le 15 centimètres que tu dois prendre ou pas en fait, dans savoir si est-ce qu'aujourd'hui je vais prendre une canne ou pas. Enfin, il y a tellement de choses qui sont à prendre en compte que c'est un peu audacieux, je dirais, de la part en tout cas des personnes valides, des fois, d'avoir autant d'assurance sur leurs avis, sur le climat, etc. Parce que je reviens souvent à ça dans beaucoup de discussions avec des personnes militantes, de dire, mais comment est-ce que tu peux être aussi sûr, aussi certain, certaine de ce que tu racontes, alors que tu n'as aucune idée de ce que ce 15 centimètres de trottoir a fait à ma vie, en fait. De ce que, tu vois, et t'es là genre en mode, that's a lot of audacity. C'est clair, c'est clair. Non, mais ouais, totalement. Alors, d'habitude, dans ce podcast, je pose des questions. Mais là, j'ai envie de dire, on va foncer dans le tas. On va plutôt parler de sujets assez concrets. Je dis souvent que je fais pas ce podcast pour les personnes valides, et c'est vrai. Mais là, pour le coup, j'espère vraiment qu'il y a beaucoup de personnes valides qui vont écouter ça parce que c'est important de juste, ouais, parler de cas concrets, de comment, en fait, les trucs dits écolos, enfin, tout ce qui est dans le milieu écolo en général, n'est pas accessible pour les personnes handies. Et donc, je vais commencer, moi, par un truc qui m'énerve profondément et qui me concerne pas mal. Parce que, ben, du coup, avant le Covid, je voyageais beaucoup. Avant le Covid, j'ai habité 1 an en Autriche. Et c'était top. Et en fait, j'ai très envie d'y retourner. Sauf que l'Autriche, c'est loin. Et que j'ai absolument aucune envie de prendre l'avion. Parce que prendre l'avion quand tu te déplaces en fauteuil électrique, c'est une galère sans nom. Donc en soi, j'aimerais beaucoup arrêter complètement de prendre l'avion et prendre que des trains. Il n'y a pas de souci. Sauf que les trains ne sont pas accessibles. Et surtout, là, ces derniers temps, la France notamment et les pays européens en général se félicitent d'avoir relancé les trains de nuit, parce que les trains de nuit, c'est plus écologique, tout ça. Sauf que moi, quand j'ai voulu prendre un train pour aller en Autriche, du coup, un train de nuit qui faisait Paris-Vienne, je crois, eh ben, c'était un vieux train qu'ils n'avaient pas mis aux normes PMR et du coup, le train n'était pas accessible. Et quand j'ai appelé la compagnie, on m'a juste dit que je pouvais monter dans le train avec mon fauteuil si mon fauteuil c'était un fauteuil manuel pliable et si je pouvais marcher. Et donc je peux marcher, mais mon fauteuil électrique, ce n'est pas un fauteuil manuel et c'est un fauteuil 6 roues qui pèse presque 200 kilos et donc qui ne rentrerait pas dans le train. Et typiquement, c'est des trucs comme ça en mode c'est accessible, mais juste pour certains types de personnes. Et donc en fait, c'est pas accessible. Enfin, les trains, c'est super, mais vraiment, il y aurait un épisode entier à faire sur le manque d'accessibilité des trains surtout en France. Bah, là, je parle pour ce que je connais. Accès Plus, n'est-ce pas? Toutes les galères de Accès Plus.
Enfin, je pense que ouais, j'aurais des tas de témoignages à faire là-dessus. Et aussi, puisqu'on parle des transports, je pense que c'est très important de parler de l'histoire d'une personne qui qui est malheureusement décédée, qui s'appelait Engracia Figueroa, qui était une femme noire américaine handicapée, militante pour les droits des personnes handicapées et militante antiraciste, qui a fait un voyage en avion. C'était un voyage pour son travail, enfin, c'était quelque chose d'important, quoi. Et en rentrant chez elle à San Francisco, quand elle a atterri, son fauteuil roulant était détruit complètement. Sauf que c'était un fauteuil qui coûtait genre 30 000 $. Et c'était un fauteuil qui était fait sur mesure pour elle, enfin qui était vraiment adapté à ses besoins. Et donc elle peut pas se servir de son fauteuil. Et la compagnie la met dans un vieux fauteuil manuel tout pourri. Et du coup, ben, elle a des blessures suite à ça. Et en fait, ben, elle est décédée en gros de ses blessures et de ce mauvais traitement. Et voilà, enfin, juste. Oui, les avions, c'est pas écolo. Et en plus, ça tue des personnes handicapées, j'ai envie de dire. Donc, faites quelque chose. Parce que les fauteuils roulants, ok, c'est pas juste des jouets, en fait, c'est des extensions de notre corps. Et on en a besoin. Et ça coûte tellement cher. Et on met tellement longtemps à en avoir des nouveaux. Et il faut faire des dossiers et tout ça. Et là, même, la compagnie, en fait, a pas reconnu ses responsabilités, quoi. Ils sont restés dans le déni le plus total et genre c'est scandaleux et voilà. Juste c'était vraiment mon gros coup de gueule parce que c'est plus possible, vraiment. J'étais vraiment heureux quand tu m'as invité du fait que tu voulais parler de cette histoire parce que, en fait, cette histoire de vie, elle dit tellement sur comment est-ce que les gens pensent que les corps en dit sont, comme si c'était juste. Enfin, quand tu parles de l'extension de nos corps, c'est tellement, tellement, tellement important. Parce qu'en fait, personne devrait payer pour avoir un corps, personne devrait payer pour être mobile. C'est pas une expérience, en fait, quand on n'est pas handi, qu'on comprenne pourquoi est-ce que ce que les gens appellent un objet devient en fait tout d'un coup une extension en fait. Ça c'est quelque chose que les gens comprennent pas de dire c'est pas juste ah votre fauteuil en fait est totalement détruit, c'est en fait on va plus jamais rien y faire. C'est comme si on te tirait dessus en fait. T'es là genre mais pardon, je suis censée rester vivre dans cet aéroport en fait. J'ai un chez moi en fait. Je suis censée aller quelque part. Et cette histoire elle dit le validisme, elle dit le racisme, l'eugénisme, et le capitalisme en fait, jusqu'où est-ce qu'il va en fait. Parce que est-ce que la question c'est vraiment à quel point est-ce que les avions polluent ou à quel point est-ce que les compagnies aériennes veulent se faire des thunes sur nos vies? Je pense que les gens des fois veulent dépolitiser la question de la mort à une question de deuil en fait. C'est hyper politique de voir constamment des gens à qui on peut s'identifier mourir, de se dire en fait, est-ce qu'un jour je prendrai l'avion? Parce qu'en fait, je sais pas si j'en descends, j'aurai en fait mon corps entier. Quand on pose la question comme ça, les gens se diraient, ah, mais comment est-ce que c'est? Ah, bah voilà, en fait. Voilà ce qui se passe. Genre, on se dit pas que en sortant d'un avion, on va pas être en un morceau, en fait, quand on est valide. Sauf que c'est ça ce qui se passe, en fait. Quand on parle d'extension de nos corps, c'est est-ce que je peux sortir de cet avion en un morceau, en fait? Et le fait que se transporter, être mobile, soit une mise en danger, c'est pas normal, en fait. C'est tellement pas normal. Dans ce genre d'expérience concrète, je me retrouve dans un lieu militant, après avoir pris le train. J'adore prendre les trains d'ailleurs. Voilà, j'adore prendre les trains et tout, mais c'est la galère en Belgique pour que ce soit accessible. C'est la galère pour essayer de s'organiser avec des potes pour se dire ah, mais en fait, ça te dit qu'on aille d'un endroit à un autre sans prendre de taxi, en fait. Enfin bref, plein de choses. Donc je me retrouve dans ce lieu militant. On est en pleine crise du Covid. Et il s'avère que dans ce lieu militant, pour x, y raison, la propreté, c'était un lieu de bataille. Et au début, je me suis dit, ça va, en fait, je suis noire, tu vois. On nous a juste éduqués à être maniaques d'une manière très abusive et ça va, en fait.
Sauf que moi, c'est pas maniaque, en fait. Moi, je suis là, genre en mode, en fait, à chaque fois que je viens ici, les gars, je me tape des putains d'allergies. J'arrive à peine à respirer quand je me réveille le matin. Je dois me shooter aux, comment ça s'appelle, aux antihistaminiques. C'est même pas des antihistaminiques à ce stade-là, en vrai. mais, euh, mais voilà, quoi. Mais du coup, pour les gens, c'était vraiment un bail de se dire, est-ce que éradiquer la poussière, c'est politique, en fait? Et pour eux, ça l'était pas. Pour eux, ça l'était clairement pas, quoi. Genre, c'était quasiment devenu un running gag, en fait, avec une amie de, à chaque fois qu'on entrait dans ce lieu, qui était le lieu souvent là où on se retrouvait parce qu'on n'habite pas du coup dans les mêmes pays, que ce soit moi ou elle, ben, on se retrouvait toujours avec un balai en main. Parce qu'on avait besoin que le lieu soit propre, en fait. On était évidemment les deux personnes racisées du lieu. Ce que j'allais dire, ouais, en plus. Du coup, ça crée des discussions assez tendues. Là, on est là, genre en mode, ben, c'est quoi les bails, en fait? Genre, est-ce que c'est OK pour vous, en fait, que je doive, genre, tous les jours me réveiller à 14h parce qu'en fait, j'ai passé 4 heures à juste redescendre de ma crise respiratoire du matin? Et ouais, en fait, pour ces gens, c'était OK. Euh, Même bail, en pleine période de Covid, évidemment, lieu hyper reclus, c'est la campagne, les gens sont trop contents parce que du coup, ils se sentent loin du Covid, comme si le Covid avait une géographie définie. Parce que des fois, les personnes valides vont vraiment vous faire croire qu'elles ont une cartographie du Covid, comme si c'était leur pote et qu'elles pouvaient l'appeler genre en mode Are you here? It doesn't work like that, baby. Et du coup, à un moment, il y a vraiment eu une tension parce que du coup, on s'est retrouvé avec plusieurs personnes on dit sur le lieu à un moment et on était juste là. En fait, on va arrêter ce running gag là de tout le monde qui rigole de on est immunisé du Covid ici parce qu'on est nulle part en fait. C'est pas non plus la diagonale du vide, faut se calmer, tu vois. Mais ouais, en fait, pourquoi est-ce que la mort des gens est devenue un running gag en fait? Et je veux dire, ça, jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça polarise dans ce lieu. Je pense que ça polarise de dire, en fait, j'ai envie que tu portes un masque, quoi. Et on parle de militants, écolos, H24 de leur vie, c'est que ça, c'est militer, 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 militer. Mais en fait, leur dire, en fait, votre événement, il craint parce que vous voulez organiser des centaines de personnes qui se rejoignent pour une soi-disant action qui en fait juste écarte totalement en fait plein d'autres personnes de la possibilité même d'utiliser la rage qu'elles ont comme action en fait. Et ça veut dire quoi en fait alors de militer avec vous? Ça veut dire d'avoir regardé et prendre des photos en fait. Enfin, genre, on n'est pas un service com, tu vois. Donc les milieux militants, c'est assez... j'ai organisé même comment on appelle ça, des camps climat avant le Covid, pendant le Covid, et du coup en Belgique, et on a pu faire mettre en place des choses qui font qu'en fait les gens soient safe, que les gens restent safe, et qu'en fait si les gens n'ont pas envie de le respecter, d'une certaine manière c'est ok en fait si tu as envie de voir des gens mourir, mais va le faire ailleurs en fait. Tu vas pas rester devant moi comme si en fait ma vie n'avait pas de sens ou elle ne comptait pas en fait. Et je crois que c'est important aussi de se rappeler en tant que personne handi parce que moi en tout cas moi je dois beaucoup me combattre ça, de me dire c'est ok de pas suivre le running gag collectif qu'est le Covid. C'est ok de dire aux gens, en fait, ma béquille dans ta gueule, que le Covid c'est une blague. Et je dis ça, je parle de 2019, 2020, mais même jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des discussions là où je dois quand même plisser des yeux pour que la personne commence à changer d'avis, quoi, pour que les neurones commencent à refaire les connexions un peu de, ok, en fait, on est censé être en vie demain et après-demain et dans 20 ans. Et ça va demander un peu plus d'empathie de ta part que d'en faire une blague, en fait. Mais complètement. Mais c'est encore pire, je trouve, maintenant, depuis que on n'est plus en 2020, justement, et que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une amnésie collective. Genre, le Covid n'existe plus. Alors, spoiler alert, si, en fait. En fait, c'est marrant. C'est pas marrant, mais en fait, c'est pas un hasard si j'ai eu l'idée de ce podcast pendant le premier confinement et que j'étais archi vénère à cause de tout cet eugénisme et que, en fait, toutes les saisons, on en parle du Covid, en fait. Là, c'est quand même la 3e saison du podcast. J'ai bientôt 15 épisodes et à chaque fois, c'est un truc qui revient. C'est genre, ouais, les milieux militants, et ils s'en bat les steaks des personnes handies et ils mettent pas de masque, et les prides où personne porte de masque, et machin. Et ça fait 3 ans qu'on répète les mêmes trucs, putain.
Et c'est fatigant. Et d'ailleurs, pour rappel que le Covid, c'est totalement en lien avec la crise climatique, n'est-ce pas? Je pense que les gens aussi oublient à quel point est-ce que les pandémies sont des choses qui ont déjà été documentées aussi comme des résultats, en fait, de la crise climatique. Mais je veux dire, parfois les gens oublient que le climat, c'est un ensemble de processus genre scientifiques et qu'en fait, le climat va changer parce qu'il doit s'adapter et que les pandémies vont arriver et que les pandémies ont été prédites et que en fait, le Covid, c'est pas juste, «Oh mon Dieu, on aura vécu ça dans notre vie», c'est que le début. Si c'est pas le milieu, je sais pas en fait. Je sais pas là où ça a commencé vraiment, mais je crois qu'il y a vraiment cette déconnexion qui se crée et au-delà d'amnésie, je dirais même que c'est comme si les gens avaient décidé de dissocier, l'épisode Covid même de leurs souvenirs. Parce que parfois les gens me parlent de choses hors contexte, 2020, 2021 et cetera. Je suis en mode: «Mais comment est-ce que tout ça t'est arrivé pendant le Covid?» Parce que des fois je me dis enfin, je reprends ma propre expérience là où je me dis même encore aujourd'hui, hier je suis sortie pour la première fois depuis 5 jours parce que j'étais totalement en douleur depuis une semaine et j'étais là: «C'est pas possible» et cetera. Et que même parfois ce que même les personnes handies qui se retrouvent à dire, à faire et militer pour dire: «En fait, nos vies comptent et on doit faire des choses par rapport au Covid», se retrouvent aussi dans plein de situations de juste mise en danger pour survivre, socialement aussi, j'ai l'impression. Et ouais, en fait, enfin, je sais pas pourquoi les gens font comme si le Covid, tout d'un coup, c'était un épisode où, «Oh waouh, on est de la Gen Z et on aura connu une pandémie». Enfin, on peut en connaître 5, hein, choupi, je veux dire. Je sais pas si les gens connaissent la géographie, mais il y a quelque chose en dehors du bout de ton nez, quoi. Il y a des choses qui se passent, d'autres que le Covid, là. Je veux dire, c'est comme si, pour certaines personnes, le Covid, c'était la première pandémie qui avait existé. Je veux dire, le HIV, AIDS. HIV-Sida, c'est une pandémie qui est toujours en cours. Même la grippe, si c'est pas une pandémie chronique, pour les gens qui savent pas ce que c'est en fait les maladies. Et je me dis, mais genre la déconnexion totale, genre ou cette dissociation forcée là dans laquelle on essaye de nous mettre comme si le Covid n'avait pas existé. Mais je sais pas, je pense quasiment être sûre d'avoir passé 6 semaines à agoniser l'année dernière dans mon lit, quoi. Je suis quasiment sûre que ça s'est passé et on va pas faire comme si ça s'était pas passé, quoi. Non, mais c'est clair, c'est clair. Vaste sujet que cette pandémie, n'est-ce pas? Il y a un autre sujet important dont je voulais parler, qui est assez connu pour les personnes handicapées qui s'intéressent à la crise climatique. C'est les fameuses pailles en plastique et l'interdiction des pailles en plastique. Et à quel point ça aussi c'est fucking eugéniste et totalement à côté de la plaque. Donc, pour rappel, je sais pas si en France c'est interdit les pailles en plastique, mais en tout cas aux États-Unis, je sais que si tu vas dans des cafés ou des restaurants ou quoi, t'as plus de pailles en plastique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de militants aux États-Unis qui en parlent. Parce que, en fait, il y a des personnes handicapées qui ont besoin absolument de pailles en plastique pour se nourrir et pour boire. En fait, c'est pas juste un truc pour siroter un cocktail, en fait, c'est vraiment important. Et non, les personnes handicapées ne peuvent pas se servir de paille en bambou ou de paille en je sais pas quoi là, parce que c'est trop dur en fait et c'est pas assez flexible et bref, ça ne marche pas. Donc en fait, arrêtez de vous focus sur les pailles en plastique parce que les pailles en plastique, c'est pas le fucking problème. Voilà. Si tu veux rajouter un truc. Non, mais j'allais dire, je crois que c'était Toni Morrison qui disait que le propre de l'oppression, c'est la distraction, en fait. Le fait que les gens veulent interdire des pailles en plastique plutôt qu'interdire le capitalisme, ça en dit plus sur leur capacité d'empathie, en fait. C'est quoi ton problème, en fait, si t'avais pas compris que certaines personnes, encore une fois, en ont besoin et que tout d'un coup, tu t'es dit: «Ah, peut-être que pour sauver, en fait, la tortue, en fait, j'aurais besoin d'arrêter les pailles en plastique». En fait, c'est parce que c'est pas les pailles en plastique le problème. Le problème, il est bien plus grand que ça. C'est pas le petit, mouvement de la journée, les choix individuels.
qui vont sauver le climat, en fait. Ce sont des choses structurelles, politiques, qui font que, en fait, quelque part, les pailles en plastique sont devenus un problème. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces ordures, et d'ailleurs, en France, il y a un super livre sur les déchets qui se retrouvent dans les territoires d'outre-mer. Comment est-ce qu'en fait des déchets brûlent H24 sur des îles qui n'ont rien demandé, sur des territoires colonisés en fait. Ça, c'est le vrai problème. Donc la question c'est, pourquoi est-ce que tu as absolument envie de siroter ton cocktail avec une paille en plastique, mais t'as pas envie que des personnes qui en ont besoin en fassent usage en fait? Et pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser ces pailles qui se décomposent dans notre bouche et qui vont juste pas nous aider à faire en fait ce qu'on a besoin de faire? Et le truc, c'est que, et j'adore rapporter ça parce que je crois que je suis quand même un peu un nerd, c'est que scientifiquement, en fait, il y a moyen de faire autre chose que du plastique. Il y a moyen de créer des manières. Mais si on met pas la recherche, en fait, et c'est pour ça que je parle de premièrement concerné, parce que quand on est premièrement concerné, ça veut dire que si on prend la pensée en dit, on prend la circonstance, en fait, l'existence en dit comme point de départ, on comprend en fait tout ce que la science ne cherche pas à créer en fait pour nous maintenir en vie aussi. Et c'est la même chose avec la question des big pharma et de pourquoi est-ce qu'il y a des écologistes qui sont hyper fondamentalistes en mode plus de médicaments, etc. Alors que plein de personnes trans sont sur le marché noir des hormones ou shout out to you d'ailleurs. Plein de personnes ont besoin de médicaments pour survivre, mais ton problème en fait c'est que des personnes aient créé des brevets, des droits sur les vies des gens. Ça, c'est pas un problème par contre. Le fait que les gens monétisent les médicaments qui permettent de garder des gens en vie, ça, ce serait pas un problème. Mais par contre, oh là là, tous ces trans et toutes ces personnes en dit qui veulent utiliser des médicaments pour rester en vie, c'est vraiment un problème. J'ai déjà entendu ça dans des milieux écolos, quoi. Des gens qui pensaient avoir vraiment aligné une pensée réfléchie. Je suis là, genre en mode, je pense que tu peux choisir un autre endroit pour raconter ta merde. Genre, des fois, je me demande, est-ce que les gens réfléchissent à ce qu'ils disent? C'est tellement de la mauvaise foi, en fait. C'est de la mauvaise foi de se dire que ce schéma de pensée va régler le problème au point là où il se pose, en fait, à la source. Et encore une fois, c'est l'extension de nos corps, en fait. C'est l'extension de nos corps. C'est totalement valide de dire, en fait, ouais, j'aurais besoin de ces pailles en plastique. Dans ces meilleures phases de mon ami la dépression, une paille en plastique is everything that I need. Et si quelqu'un a déjà connu ce que ça veut dire de rester fondamentalement dans son lit pendant plusieurs semaines, en fait, peut-être que tu comprendras un jour, en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être que les personnes valides devraient faire l'expérience, en fait, je sais pas. Peut-être qu'elles devraient se dire, en fait, rends-toi immobile. Mets-toi dans l'incapacité que tu arrives à juger, en fait. Et on verra ce que tu pourras en dire après, en fait. Et même après, je pense que ça va pas encore être intéressant. Je pense qu'il... Mais d'ailleurs, ce que tu me dis, ça me fait penser que dans la première saison du podcast, on a fait un épisode sur le véganisme et sur pourquoi tout le monde ne peut pas être vegan et le validisme dans les milieux véganes, tout ça. Du coup, si c'est pas déjà fait, allez écouter l'épisode avec Stéphanie parce qu'elle parle très bien de tout ça et de ouais. Mais oui, les médicaments, ils sont testés sur les animaux, alors et alors, en fait, à un moment donné, c'est une question de plus que ça, et pas juste... Enfin, bref. Et si tu veux en parler d'ailleurs, parce que l'important aussi, je trouve, c'est de rappeler que le véganisme, ce n'est pas un truc de blanc. Je pense que c'est hyper important parce qu'en fait, ça pose plein de questions. En tout cas, moi, sous l'angle de la race, je pense que ça pose la question de en quoi est-ce que tu as envie de croire, en fait? Parce qu'il faut pas se leurrer sur le fait que être omnivore, être végétarien, être vegan, c'est une idée. Si on revient à la base de la base de la base, c'est une idée. Je peux ou pas y adhérer, en fait. Et après, si tu ramènes le politique dedans, de dire, en fait, l'exploitation animale, etc., I'm all for it. I'm all about it. C'est vraiment genre, je suis à 100% avec toi. Dis-moi où est la solution qui me maintient en vie sans ça. Et c'est pour ça que je pense que l'audace, elle vient de là, en fait. L'audace, elle vient de dire, l'Europe ne m'a pas donné les solutions. La médecine occidentale ne m'a pas donné les solutions. Les lois sociales
ne m'ont pas donné les solutions. L'imaginaire, en fait, capitaliste dans lequel je vis ne me donne pas d'autres solutions. Et c'est ça ce que les gens comprennent pas dans le fait d'être premièrement concerné, c'est être au bord du ravin, en fait, constamment. Et donc, du coup, la question du véganisme, etc., j'en ai entendu des perles. Moi et mon anémie sévère, on est sur un omnivore de grande qualité. Voilà. Je fais avec ce que je peux, je fais avec ce que j'ai, je fais surtout aussi avec mes moyens, parce que la pauvreté, c'est aussi un autre bail. Mais poser la question politique et la question des actes, des capacités, de qui est-ce qu'on est, de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, c'est comme si les personnes, en fait, valides nous disaient: «Ah mais moi je fais ce que je dis, en fait». C'est les personnes les moins consistantes qu'on a jamais vues de notre vie. On n'a jamais vu des personnes qui disent une chose et qui font l'inverse. Des gens qui sont toujours dans des déréalisations totales, tu te dis: «Mais en fait, c'est même pas moi qui ai un problème si, c'est juste eux». Parce que si je voulais être végane, concrètement, en fait, ça voudrait dire que je devrais avoir combattu mes troubles alimentaires, que je devrais stopper l'errance de mon anémie, de moi je disais sévère, chronique, et cetera, mais en fait, elle est juste là tout le temps et ça craint, en fait, d'être constamment fatiguée, d'avoir les yeux qui piquent à 17 heures et donc je fais avec les moyens du bord, en fait. Donc si je peux faire concrètement quelque chose, politiquement faire quelque chose qui arrête, en fait, l'exploitation animale, je vais le faire et je ferai en même temps, en toute cohérence, ce qui me maintiendra en vie. Et si les personnes véganes, et cetera, arrivent pas à comprendre ça, elles peuvent se battre avec ma mère, en fait. Fight with your mom, hein, franchement. Allez, viens, on se bat. Non, mais vraiment parce que et je parle aussi d'un endroit là où j'ai dû moi-même combattre, en fait, l'idée même qu'à un moment, je me trompais. Dans le sens là où j'ai une mère diabétique et à un moment, j'ai dû tellement me battre, enfin, je me battais limite avec, ma mère en mode: «Mais il faut que tu manges mieux, il faut que tu ça et na et c'est comme si moi je reprenais en fait toutes les mauvais, comportements alimentaires que ma mère avait donnés, que j'essayais de lui rejeter tout ça dessus. Et en fait, le bail, c'est que, tu sais quoi? Tu es en Belgique, tu as ta sécurité sociale, tu as ton insuline, eat what the fuck you want. Mange ce qui va te permettre de te rendre heureuse, ce qui va te permettre de rester là, parce que toutes ces micro-agressions comme ça que je lui envoyais, c'est pas ce qui l'a maintenue en vie, en fait. C'est pas ce qui fait qu'aujourd'hui elle est toujours là, en fait. Et elle a clairement failli y passer plus d'une fois, donc franchement, je touche du bois, quoi. Et c'est pour ça que je suis là, genre en mode, je sais pas qu'est-ce que des fois les personnes valides pensent qu'elles ont vécu pour penser avoir raison. Et je reviens souvent sur le fait d'avoir raison, c'est parce que je pense que le fait que les personnes valides jouent la certitude, ou performent la certitude, c'est un lieu de bataille, mais tellement important. Parce que elles font comme si elles avaient l'expérience de vie majoritaire, alors que c'est souvent une expérience bourgeoise, blanche, valide, genre, défaite de tout, je sais pas. En fait, je connais pas leur vécu, donc je vais pas non plus trop en parler, mais être premièrement concerné, c'est vraiment ça, en fait, c'est de dire: être au bord du précipice tous les jours nous amène à faire avec les moyens du bord et les moyens du bord viennent souvent des moyens qui sont les pires. Peut-être des fois, en fait, c'est des fois je me dis: «Beh, ouais, en fait, c'est naze». Franchement, c'est naze d'être ovni parce que des fois, je suis là genre en mode: «J'aimerais bien ne pas devoir, manger des trucs qui viennent de tel truc ou de tel truc ou de tel truc». Mais par contre, les personnes valides, quand elles ont le choix de dire: «En fait, je vais arrêter de manger des bananes qui viennent de Guadeloupe et de Martinique», ah, elles sont plus là, en fait, parce qu'elles doivent faire leur smoothie. Ah, mais en fait, si tu arrêtais de manger, en fait, tous les produits coloniaux, toute personne n'est plus là. Ils sont passés où, en fait, votre véganisme et toutes vos recettes, là, en fait? Parce que tous vos comptes Instagram, on a compris, en fait. Les comptes à recettes, c'est super et tout, mais quand c'est pour parler des produits coloniaux, ah, il y a plus personne. Quand c'est pour parler des empoisonnements aux pesticides, ah, mais il y a plus personne. Et le fait que des personnes noires soient rendues handies de manière générationnelle, ça, c'est pas un problème pour vous, mais viens, on va parler de l'entreprise, la multinationale, tu vois, là, à laquelle tu veux sembler t'attaquer, parce qu'en vrai, tu même pas du tout le pouvoir de le faire, parce que tu pas l'expérience majoritaire. Là, il y a quelqu'un pour venir râler, en fait. Mais va râler dans les DM de Total, en fait. Va râler chez quelqu'un d'autre. C'est pas chez moi, en fait, qu'il faut venir râler. C'est clairement pas chez moi. Et l'audace, vraiment. J'ai été encore à un rassemblement queer récemment, là où je voyais
grosse caisse comme ça, banane de Guadeloupe et tout, la meilleure banane. Je sais plus c'est quoi leur slogan. La chère m'a dit, mais vous voulez me donner mais genre des mal de tête, j'ai envie de brûler votre maison en fait. En tout cas, pour toutes les personnes handies qui nous écoutent, ne vous faites pas leurrer par la soi-disant cohérence des personnes valides, elles n'en ont aucune. L'incohérence, c'est ça ce qui fait la vie. Le capitalisme, c'est pas du tout quelque chose de cohérent. Nos actions ne seront pas cohérentes. Et c'est ça ce qui sera d'autant plus subversif, en fait, pour détruire ce système-là que de penser, c'est comme ça qu'on devrait agir. Non, en fait. Totalement. C'est toujours pareil, quoi. Arrêtez de faire culpabiliser les personnes handies alors que c'est pas nous le problème, c'est pas nous qui polluons le plus. On n'est pas votre cible, en fait. C'est pas nous qu'il faut attaquer. Genre, voilà. C'est ça ce qui est bizarre, comme si on pouvait être des cibles. Là, je vais être récemment invitée à un truc, là où il disait, le titre c'est Le désespoir, c'est trop facile. Oh, j'étais là genre, mais mais vous en donnez, moi. J'étais là genre, c'est pas ça la cible, choupi. C'est pas les personnes handies la cible de tous vos maux, de toutes les solutions que vous pensez avoir pour sauver le monde. Parce que rien que l'idée de pouvoir penser sauver le monde, c'est une pensée qui est totalement validiste. Parce que les gens sont déjà morts, en fait. J'ai là, genre, en mode, on en a parlé au début, on en parle encore, mais c'est faire comme si le pire n'était pas déjà arrivé. Et comme s'il y avait encore quelque chose de soutenable à suivre politiquement ce qui se passe dans ce monde, en fait. Il n'y a rien de soutenable. Et c'est ça ce qui devrait être le fuel, l'essence du fait de dire, ah, en fait, ok, comment est-ce que je peux être solidaire, en fait, avec ces personnes qui doivent faire face à toutes les incohérences de ce système? Comment est-ce que je fais pour comprendre, soutenir et créer, en fait, ce truc de dire, mais en fait, ouais, on va être incohérent et on va se plaindre, tu vois? Le juste milieu. C'est clair. Et puis, enfin, ouais, je trouve que dans tout ce dont on parle, là, il y a vachement ce truc de perfection. Et c'est clairement en lien avec le capitalisme. Mais genre d'être parfait tout le temps et d'être irréprochable et tout. Mais en fait, on est humain, en fait. Genre, on n'est pas parfait. Bref, plein de choses à dire sur tous ces sujets. Je sais pas si on a le temps encore que je parle d'un truc, mais peut-être si toi, t'as encore quelque chose à dire. J'ai déjà beaucoup dit, j'ai l'impression. C'est vrai. Et merci, franchement, c'est hyper important et intéressant et tellement essentiel de rappeler tout ça, quoi, parce que clairement, il y a des gens qui ont la mémoire courte. Moi, je voulais parler d'un truc qui peut paraître anecdotique, enfin, peut-être pas aussi important, mais je voulais parler des culottes menstruelles. Et moi-même, j'ai beaucoup évolué sur la question parce que au départ, quand j'ai acheté mes premières culottes, j'étais là, waouh, mais c'est trop bien, ça va me changer la vie. Et vraiment, j'étais hyper fan du principe. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'est galère en fait. C'est galère à entretenir en fait. C'est galère à rincer, c'est galère à laver, c'est galère à essorer, c'est galère sur plein de trucs. Et pareil, moi, quand j'ai mes règles, je suis en mode anémie plus de la mort là. Et clairement, j'ai pas l'énergie d'aller laver mes culottes et tout là. Non. Et puis, je vais pas non plus faire des machines parce que voilà, j'ai des règles hémorragiques, donc les culottes, elles tiennent pas très longtemps non plus, tu vois. Donc, clairement, il y a encore des choses à faire. Je dis pas que les culottes menstruelles, c'est absolument horrible et qu'il faut absolument les interdire ou je sais pas quoi. Je dis juste, quand vous faites des prototypes et quand vous travaillez sur des modèles de culottes menstruelles, incluez des personnes handicapées dans vos teams parce que clairement, c'est pas encore trop ça niveau accessibilité pour les culottes menstruelles. Et je rappelle que les culottes, enfin les menstruations en général, ça concerne quand même beaucoup de personnes et pas juste des femmes, n'est-ce pas? Et que ça reste une manière de polluer si on utilise toujours des serviettes, des tampons, sans parler des chocs toxiques et compagnie. Enfin bref, je suis totalement pour les culottes menstruelles et tout ce qui peut éviter d'acheter toutes ces merdes de plastique et tout. Mais ouais, voilà, essayer de rendre ça plus accessible parce que vraiment, c'est... Et en plus, le fait que quand même, ça coûte cher. Moi, pour la marque que j'utilise,
et le flux que j'ai, parce qu'en fonction du flux que tu as, c'est plus ou moins cher, évidemment. Et une culotte, c'est quand même 39 €. What? Ouais, 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 ouais. Et donc, tout le monde n'a pas les moyens, n'est-ce pas? Voilà, enfin, toujours, on en revient à la précarité, tout ça, mais vraiment. Moi, j'ai dû arrêter les règles il y a bien longtemps parce que c'était plus possible niveau anémie. Mais je comprends de ouf, je comprends de ouf. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai eu un déclic quand tu dit culotte menstruelle, j'étais en mode: «Ah, d'office. Encore une grosse merde». Enfin, moi, je pense, j'ai fait beaucoup de c'est pour ça que je disais I'm a nerd, c'est il y a tellement de choses auxquelles je pense, à chaque genre en mode: «Ah mais tu pourrais tellement facilement l'enlever comme ça et» mais ce temps-là d'inclure, en fait, des personnes qui peuvent vous dire: «En fait, pour moi, ça a pas fonctionné» et juste cette phrase qui peut être l'amorce pour, en fait, une meilleure discussion, un produit, en fait, qui répond aux besoins de toutes les personnes concernées et pas juste de certaines personnes. Ah. Ouais, du coup, voilà, c'était encore un truc dont je voulais parler. Mais en fait, il y a tellement de sujets vraiment concrets. Enfin, en off, je parlais des protocoles d'évacuation qui sont pas du tout pensés pour les personnes handies. C'est-à-dire que s'il y a un incendie ou une inondation ou un truc comme ça, les ascenseurs sont hors service. Et du coup, moi, comment je fais en fait pour sortir d'un immeuble en feu si l'ascenseur il est hors service? Le pire que j'ai appris sur ça, c'est que même dans les exercices, la personne responsable ne doit pas conseiller aux personnes de prendre soin d'une personne qui ne peut pas descendre une rangée d'escalier, quoi. Genre, si la personne peut pas faire ça, genre dans les trainings, dans les exercices, on apprend aux personnes de laisser pour compte une personne qui peut pas descendre un étage, en fait. Genre, le conseil. Ah. En fait, il y a trop de sujets et j'ai envie de vous dire, juste éduquez-vous parce que j'ai pas que ça à faire, les personnes handies ont pas que ça à faire, les personnes noires n'ont pas que ça à faire, donc éduquez-vous et vraiment, j'espère qu'à la fin de cet épisode, vous aurez compris que les personnes blanches, valides, bourgeoises, vous êtes pas les plus à plaindre et vous êtes pas les premières concernées. Et si vous avez râlé pendant la canicule l'été dernier, ben je sais pas, allez dans un pays d'Afrique et genre en fait, arrêtez de faire vos fragiles, en fait, voilà. Mais moi, c'est un truc qui me fume. Les personnes qui sont là, genre en mode: «Oh mon Dieu, mon éco-anxiété là», les personnes noires qui font leur éco je suis là genre: «Bébé, genre ça fait 20 ans, 50, 100 that you should be worried. Ça fait longtemps que tu devrais être anxieux. Tu as manqué quelques étapes, rejoins l'équipe». Et puis, enfin, je sais pas, genre, pour moi, ce truc d'éco-anxiété, enfin, j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps et pour moi, c'est pas de l'anxiété, en fait, c'est de l'angoisse absolue. Enfin, c'est genre, j'y pense tous les jours. Enfin, c'est un truc et c'est pas, ouais, de temps en temps, ça me traverse l'esprit. C'est genre, non, enfin. Donc, ouais, clairement, les personnes privilégiées, checkez vos privilèges, s'il vous plaît. Et même moi, hein, là, je parle en tant que personne blanche, clairement. Là, en préparant cet épisode, j'ai appris grave des trucs et j'ai failli faire une crise d'angoisse ou deux. Et heureusement que j'avais mon petit chat à côté de moi qui m'a beaucoup aidé. Enfin, vraiment, checkez vos privilèges et arrêtez de penser que vous êtes le centre du monde. Et voilà, je pense que on a dit un peu l'essentiel. Du coup, maintenant qu'on a fini un peu de gueuler et de dire les choses, on va quand même finir l'épisode avec la question recommandation culturelle, qui est normalement un peu plus tranquille. Du coup, est-ce que tu aurais des recommandations, enfin au moins une recommandation culturelle en lien avec un des sujets qu'on vient d'aborder? Beh, maintenant qu'on a parlé, j'ai envie de la changer. Bah tu peux, hein, t'inquiète. Beh, du coup, dis la tienne, comme ça j'ai le temps de chercher si j'ai le livre sous la main ou pas. Ok. Et ben moi, du coup, je vais dire la mienne. J'en ai même plusieurs, mais je vais d'abord dire la première. C'est un livre qui s'appelle Une écologie sans frontières, qui est un livre de Vanessa Nakate, qui est une militante ougandaise.
qui est une militante pour le climat du coup, qui a été inspirée un peu par, même totalement par Greta Thunberg, qui est descendue dans la rue de la ville où elle habite en Ouganda avec un panneau et un message, pour parler de la crise climatique, quoi. Et elle a commencé comme ça, juste toute seule dans la rue et en fait, elle raconte un peu son parcours dans ce livre-là et en fait, comment c'est galère d'organiser des grèves pour le climat et des manifestations en Ouganda et comment c'est dangereux quand tu es une femme seule dans la rue de manifester et aussi de tout ce qui se passe en Ouganda et de l'impact que la crise climatique a sur le pays et sur ses habitants. Et c'est en ça que je dis que vraiment les blancs, valides, bourgeois, vous savez pas en fait, parce que vraiment, je pense que ce bouquin est nécessaire parce que il remet vraiment les choses en place. C'est un truc de vraiment de se décentrer et de se rendre compte de où on est et de où certaines personnes sont et de à quel point on vit pas sur la même planète, en fait. Et donc elle parle, voilà, elle donne aussi la parole à plusieurs militants d'autres pays d'Afrique qui font des actions, pour, sensibiliser sur la crise climatique dans leur pays et c'est hyper intéressant et clairement, c'est pas la lecture la plus drôle, mais c'est vraiment nécessaire et elle parle aussi d'ailleurs, de son expérience en tant que femme noire dans le milieu militant écolo et notamment des milieux militants un peu huppés où, en fait, elle s'est fait connaître notamment pendant un événement où elle a participé en Suisse et elle a été prise en photo avec 4 autres militantes, je crois, dont Greta Thunberg d'ailleurs. Et les 4 autres militantes étaient toutes blanches et c'était la seule femme noire sur la photo. Et le lendemain, elle voit un article, et sauf que la photo, elle avait été coupée, et c'était elle qui avait été coupée de la photo, et en fait, elle n'a pas laissé passer le truc, elle a gueulé sur Twitter et tout. Et c'est un peu comme ça qu'elle s'est fait connaître au final, mais enfin voilà, elle parle vachement de cette place-là de femme noire dans les milieux comme ça. Et c'est hyper intéressant, et donc je recommande grandement ce bouquin, notamment aux personnes blanches, parce que vraiment, il est très très complet, il parle de plein de sujets, et donc il s'appelle Une écologie sans frontières de Vanessa Nakate, et voilà, c'était ma première reco. Et aussi au passage, j'aimerais rappeler que Greta Thunberg, elle est autiste, ok? Il y avait des gens qui avaient oublié ou qui avaient pas remarqué? Soit ils oublient, soit ils le prennent comme truc pour se foutre de sa gueule et pour décrédibiliser son discours. Donc non, arrêtez vos conneries validistes, s'il vous plaît. Greta Thunberg, elle est autiste, ok? Ok, elle est jeune et c'est une femme et elle est autiste et du coup ça explique pourquoi elle s'en prend plein la gueule depuis qu'elle a commencé. Mais voilà, n'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Et on dit plus Asperger, on dit spectre autistique ou autisme, mais on parle pas de Asperger parce que Asperger c'était le nom d'un vieux nazi eugéniste tout pourri. Donc voilà, on ne dit plus Asperger, merci bien. Moi, j'ai retrouvé mes recommandations. En vrai, j'en ai plusieurs, ça va, mais je vais les dire assez rapidement en vrai, hein. En gros, je crois que c'est important d'avoir des romans qui parlent pas nécessairement de climat, mais qui parlent de comment est-ce qu'on peut réellement checker ses privilèges, même si des fois cette expression, je la comprends plus. Mais vraiment de juste se dire comment est-ce que je peux penser différemment en fait, genre concrètement. Et les romans, des fois, ça aide. Donc, une recommandation si vous avez envie de juste savoir comment vous mettre dans une autre manière de penser, et que je recommande toujours et qui n'est pas du tout lié, enfin qui est lié, mais qui est pas nécessairement sur le thème, c'est Toni Morrison et ça s'appelle Beloved et c'est basé sur une histoire vraie. C'est important de le dire parce que si je vous spoil le reste, vous êtes là en mode «Oh my gosh, c'est horrible!» Oui, très difficile à lire, disponible en français et partout parce qu'elle a évidemment gagné le prix Nobel de littérature en 1993. Elle est décédée il y a récemment. Rest in Power. Une autre recommandation, c'est Écologie politique depuis les Outre-mer, pour une recommandation franco-française, en tout cas, qui parle du colonialisme et depuis la France, en tout cas, et qui parle du coup de voix et de chercheuses des territoires d'outre-mer. Et du coup, c'est en fait un ensemble d'articles, donc c'est cool parce que c'est pas
un truc là où de A à Z, on est obligé de lire pour les personnes qui aiment bien lire petit à petit. Et du coup, ça parle de Guyane, ça parle des Caraïbes de manière générale, ça parle de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie. Et ça parle de nucléaire, ça parle de déchets, ça parle de plein de choses. C'est super. Et du coup, ça a été édité par Écologie et Politique. Et pour les personnes qui l'ont écrit, Malcolm Ferdinand et Mélissa Manglou. Voilà. Et pour un truc un peu plus de vécu et du concret, tout récemment, là, d'une copaine, Myriam Baafou, Des paillettes sur le compost, écoféminisme, au pluriel, au quotidien. Voilà. C'est un livre que je viens de lire et ça me touche beaucoup de redécouvrir une amie dans la lecture et de comment est-ce qu'elle arrive. Moi, j'y arrive pas parfois, en tout cas. Des fois, j'ai du mal à être vulnérable. Mais elle arrive à parler du quotidien, à parler de choses. Quand je vous dis du quotidien, je vous parle de plus quotidien que ça, il n'y a pas. Et même moi qui adore lire, je peux lire des livres très rapidement. J'ai dû m'arrêter à chaque chapitre juste pour encaisser la. C'est pas lourd, mais juste à quel point est-ce que c'est beau de lire une histoire qui parle de soi d'une certaine manière. Ou de lire l'histoire de quelqu'un qui arrive de parler de son quotidien d'une manière politique, d'une manière qui soit intelligible, digeste, etc. Donc voilà, ça ce serait Toni Morrison, Malcolm Ferdinand, Mélissa Manglou et Myriam Baafou. Voilà. Ok, trop bien. Merci pour toutes ces recos. Oui, ça me fait penser d'ailleurs, quand tu parles d'écoféminisme, ça me fait penser qu'à la base, je voulais recommander des bouquins sur l'écoféminisme. Et puis, je me suis rendu compte que tous les bouquins étaient écrits par des meufs blanches. Ouais, ben, au moins là, c'est une rebeu de la banlieue lyonnaise. Ok, trop bien. Du coup, c'est encore mieux. C'est trop bien. Trop cool. Il vient juste de sortir, donc c'est tout frais, c'est tout. Ah, cool. En plus, ça lui fait de la promo un peu, c'est chouette. Bah, trop bien. Moi, j'avais une dernière reco parce que vraiment, là, en ce moment, j'écoute cet album en boucle. Et il faut que j'en parle dans le podcast parce qu'il est incroyable. Du coup, c'est un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Loyle Carner. Oh, et là, il y a mon petit chat qui éternue. Mais non, chaton. J'ai entendu. Du coup, c'est un rappeur londonien, Loyle Carner, qui est une personne multiraciale, qui a une mère blanche et un père racisé, et qui est aussi neuroa, qui a un TDAH et qui est dyslexique. Et d'ailleurs, Loyle Carner, c'est une contrepétrie. Genre, il a pris ses prénoms et il a mélangé des lettres un peu en hommage à sa dyslexie. Ouais, je trouve ça trop cool. Et il a des textes qui sont incroyables et du coup, ben, il parle de toutes ces identités-là dans ses chansons. Et c'est toujours hyper personnel et hyper beau. Et là, pour le coup, dans son nouvel album, du coup, qui s'appelle You Go, je trouve qu'il est encore monté d'un cran et il est incroyable. Enfin, voilà, c'est dans un style un peu hip-hop, soul, du coup, avec des samples très années 70 et tout. Et c'est vraiment trop, trop bien. Et voilà, Loyle Carner, parce que je parle pas assez de musique sur ce podcast alors que j'adore la musique et que j'en écoute beaucoup. Du coup, c'est chouette de parler de personnes marginalisées aussi comme ça. Et voilà, je crois que on a tout dit, enfin qu'on est au moins à la fin de l'épisode. Du coup, ben merci beaucoup à toi d'avoir participé, c'était vraiment hyper intéressant. Ouais, merci de mais d'avoir répondu à la recommandation de Marianne. Et c'était hyper intéressant aussi pour moi de me replonger dans ça. Ça fait quelques temps que j'ai dû baisser quelques armes pour me reposer. C'était super chouette d'être en conversation avec toi, en tout cas. Merci beaucoup. Et là, c'est normalement le moment où j'annonce le thème du prochain épisode. Et c'est ce que j'ai fait dans le premier enregistrement. Sauf que là, je réenregistre pour vous annoncer que, en fait, je vais faire une pause parce que je suis fatiguée et que j'ai enregistré seulement 3 épisodes et que j'ai l'impression d'en avoir enregistré 6. Du coup, il n'y aura pas d'épisode qui sortira en décembre. Le prochain épisode qui sortira, ce sera au mois de mars, du coup, pour l'anniversaire du podcast qui aura 2 ans en mars. Et du coup, le thème de cet épisode, ce sera les personnes travailleuses du sexe et handicapées. Et voilà,
Merci à tous, merci à toutes les personnes qui écoutent le podcast, merci à mes invités qui sont fabuleux et fabuleuses. Voilà, je suis vraiment fatiguée et j'ai besoin d'une pause. Et voilà, je n'ai pas à me justifier plus que ça. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve au mois de mars.